L'entreprise, je vais vous montrer, on va commencer par une image, si c'est possible. Voilà. Nous sommes en 1927 à Dearborn. Dearborn, c'est juste à côté de Détroit. C'est l'usine Ford. C'est la plus grande usine du monde à l'époque. Dans cette usine, il y a non seulement une chaîne de construction automobile, mais il y a aussi une aciérie, une fonderie, une centrale électrique, un hôpital, une caserne de pompiers dont les pompiers s'occupent de la lingerie quand ils n'éteignent pas le feu, ce qui est le cas la plupart du temps. Donc un centre intégré extraordinaire. Et Ford n'avait pas que ce centre-là, il avait évidemment aussi des plantations d'EVA au Brésil pour fabriquer ses pneumatiques, des mines pour trouver les minerais de fer pour faire son acier, avait aussi une compagnie ferroviaire. Le but de l'entreprise à l'époque, c'est d'être complètement intégré, c'était d'être sans les autres. Les autres, ils étaient à côté. Les clients, on leur vendait une voiture, et la voiture, elle était noire, il n'y avait pas le choix. C'est comme ça que fonctionnait l'entreprise. Et Henry Ford expliquait ça de manière très claire. Il disait, c'est une assurance contre la non-offre. Je ne peux pas prendre le risque de ne pas avoir d'électricité. Je ne peux pas prendre le risque de ne pas avoir telle ou telle matière première. Je ne peux pas prendre le risque aussi de ne pas avoir tel ou tel partenaire. L'entreprise devait s'organiser complètement sans les autres. Eh bien, nous sommes presque un siècle après. Et aujourd'hui, l'entreprise ne doit s'organiser à l'inverse complètement. Elle ne peut s'organiser seulement qu'avec. Avec en latin ça se dit cum, ça donne co, ça a donné co. Et donc, les 7 mutations que je vais vous présenter, j'aurais pu en présenter davantage, commencent toutes par le mot co, avec. Et donc, la première, elle est peut-être, elle va vous paraître peut-être mineure, c'est le cobot. Le cobot, c'est le robot qui travaille avec l'homme. Alors ça, vous allez vous dire c'est banal, l'agriculteur travaillait avec sa charrue et le maçon avec sa pelle, si ce n'est que dans l'industrie et dans les usines, le robot, quand il a commencé à entrer dans l'usine, était complètement isolé. Il était enfermé dans des grilles parce que le robot pouvait être dangereux. Le robot travaillait contre l'homme. Et avec les nouvelles technologies qui ont été mises à l'œuvre récemment, avec aussi les progrès de la technique, mais aussi de l'organisation du travail. De plus en plus, le robot travaille avec l'homme. Là, on est dans une usine Volkswagen, et donc avec une assistance pour la douleur, contre la douleur, plus précisément, une assistance pour la précision. Et donc, c'est une association du capital et du travail différente, et j'y reviendrai en toute fin. La deuxième mutation que je vous propose, c'est la coopétition. Le terme a été forgé par deux éminents professeurs, l'un de Harvard et l'autre de l'université de Yale, Barry Nailbuff et Adam Brandenburger. L'idée, là, c'est que dans certains domaines, les entreprises travaillent en compétition, en concurrence, les unes contre les autres, mais dans d'autres domaines, elles travaillent avec. Alors ça a été évidemment le cas dans tout ce qui est recherche-développement, en particulier au Japon, hein, où toutes les grandes entreprises japonaises se sont forgées en faisant de la recherche ensemble et ensuite en travaillant chacune dans leur coin pour aller vers le client final. Ce modèle-là devient de plus en plus général, avec dans les entreprises des bouts des entreprises où ça collabore avec d'autres entreprises et où c'est absolument indispensable et où ça donne plus d'efficacité, et d'autres activités de l'entreprise, notamment évidemment quand on se rapproche du client final, où ce n'est plus là la coopération, c'est la compétition qui prend le dessus. Le troisième terme que je vous propose, c'est co-construction. Alors la co-construction, l'exemple le plus simple, c'est évidemment l'école et l'enseignement. Un excellent professeur ne peut pas travailler tout seul. Il travaille avec son élève. L'éducation est quelque chose qui est co-construit. Dans tous les services publics, d'ailleurs, le service public ne peut pas être assuré que d'un seul côté. Il doit être co-construit. Quand Michel Rocard disait qu'il fallait commencer par rénover les cages d'escalier des HLM, il avait peut-être raison, si ce n'est que la propreté d'une habitation, d'un immeuble, c'est aussi une co-construction. Et co-construire, ça veut dire travailler ensemble avec des gens qui sont différents, avec des logiques qui sont différentes, avec des endroits qui sont différents. Et de plus en plus, l'entreprise doit co-construire sa production avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses collectivités locales, avec les associations.
Quatrième mot d'une nature différente, c'est le coworking. Excusez-moi cet anglicisme, je n'ai pas trouvé l'équivalent co-travail. Donc là, on est à Lyon, dans un local qui est ouvert, que les gens peuvent louer à la journée. Donc qu'est-ce que c'est un espace de coworking? C'est un espace où des gens qui travaillent pour des entreprises ou pour des clients différents se retrouvent pour travailler. Ils ne travaillent pas ensemble, mais ils travaillent au même endroit et ils échangent ensemble. C'est le contraire de l'entreprise où tous les gens de la même entreprise se retrouvent dans le même endroit pour travailler. Là, c'est des gens de lieux différents, avec des motivations différentes. Il peut y avoir des indépendants, il peut y avoir des salariés d'une entreprise qui sont dans une autre ville. Il peut y avoir aussi un salarié qui préfère travailler 2 jours par semaine près de chez lui pour éviter de faire 2 ou 3 heures de transport. Et donc, c'est des gens qui sont dans des statuts différents, dans des organisations différentes, dans des logiques différentes, qui travaillent ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que pour tout ce qui est travail indépendant, donc le coworking intéresse maintenant les promoteurs immobiliers, ce qui est la marque qui a même un vrai marché, et les gens qui possèdent, qui animent ces espaces de coworking, sont en train de se dire les travailleurs indépendants, il leur manque des choses que nous, on peut leur proposer de manière collective, comme par exemple une protection sociale. Donc il y a des formes de réinvention de la couverture sociale qui se faisaient auparavant, évidemment, d'une manière très différente dans ces espaces. Le 5e co que je vous propose, c'est l'économie collaborative. Donc là, c'est Blablacar qui en est un symbole. Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, explique très bien que son métier, c'est de construire la confiance entre des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, il y a, comme vous le savez, une double notation chez Blablacar. Les personnes qui sont transportées notent le conducteur, mais le conducteur note aussi les personnes qui sont transportées. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose de banal. On fait ça dans les entreprises depuis longtemps avec le 360 degrés et parfois ses excès. En même temps, c'est une façon de travailler totalement différemment, de travailler ensemble, de construire là aussi quelque chose de différent, collaborer, c'est donc vraiment travailler ensemble, et cette économie collaborative prend bien d'autres formes que Blablacar. Donc travailler ensemble, travailler au même endroit, produire ensemble, s'affronter et en même temps coopérer, donc évolution en cours. Ça nécessite d'aller plus loin. Et donc, une des façons d'aller plus loin, c'est de partager le pouvoir. Et donc ça, c'est la cogestion. Donc ça, c'est une image allemande, c'est pas en France. En Allemagne, vous savez qu'au-dessus de 2500 salariés, je crois, au sein du conseil d'administration, il doit y avoir autant d'administrateurs salariés que d'administrateurs représentants des actionnaires, donc symbolisés ici par les chapeaux et les casques. Alors vous allez me dire, c'est une particularité allemande, absolument pas. Plus de la moitié des pays de l'Union européenne fonctionnent comme ça. Donc c'est pas seulement l'Allemagne. Alors je vois Jean-Paul Bailly qui tique, puisqu'il a dirigé une entreprise où il y avait un conseil d'administration, où il y avait 27 administrateurs et c'était un peu compliqué, certes, mais je pense qu'il y a des évolutions qui sont en cours et qui font que ça deviendra de plus en plus indispensable d'avoir un partage du pouvoir jusqu'au sein du conseil d'administration pour que l'entreprise fonctionne mieux, et notamment pour intégrer beaucoup plus. On ne peut pas demander à des salariés d'être de plus en plus motivés, d'être de plus en plus intégrés, d'être de plus en plus autonomes, sans à un moment leur donner du pouvoir dans l'organisation de leur travail, mais aussi du pouvoir dans l'entreprise. Et la cogestion peut être l'une des formes de ce partage du pouvoir. C'est qui nous amène au 7e co. Alors vous allez me dire, là on est dans du très vieux, dans du très ancien, qui est la coopérative. Coopérative, donc c'est mieux que collaborer pour moi, parce que dans collaborer, laborer, il y a labeur. Labeur, ça indique de la dureté. Coopérer, c'est plus positif. La coopérative, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui s'associent, qui partagent non seulement le pouvoir, mais qui partagent aussi le capital. Alors vous allez me dire, c'est souvent des structures lourdes, c'est très compliqué, c'est très obsolète, c'est très ancien. Je pense que ça existait de manière très ancienne, mais on voit dans un certain nombre de débats sociaux qui ressurgissent aujourd'hui des échos à un certain nombre de débats que nous avons eu notamment à la fin du 19e siècle, au moment où les coopératives, il y a un grand mouvement coopératif qui s'est formé. Il y a donc là, c'est un signe du passé, mais il y a aussi un signe de l'avenir. Moi, me frappe notamment le fait que toutes les grandes start-up dont on parle sans arrêt, notamment dans la presse, mais pas seulement, toutes ces grandes start-up, elles ont au moins au départ, au moins pendant
les 2-3 premières années, l'ensemble de leurs salariés qui possèdent des actions. Et ce n'est pas seulement un petit zigouille, un petit cadeau, c'est aussi une condition de leur efficacité. Travailler donc travailler travailler avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, de toutes les manières différentes. Je crois que je ne sais pas comment ça se passera, je serais totalement incapable de vous le dire. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que les entreprises qui réussiront demain, c'est celles qui sauront travailler avec le maximum de partenaires. Voilà ce que je voulais vous dire.